On va maintenant se poser la question de l'accompagnement en cohorte. Alors, c'est un terme un peu barbare. Certains laissent entendre que ce serait un terme un peu trop guerrier. Qu'est-ce qu'on entend par là? Eh ben, on va justement essayer d'explorer ça. Donc, je vais inviter à monter sur scène mon animateur pour cette séquence, Patrice Videl, que je vous demande d'applaudir bien fort. Patrice Videl, tu es intervenant, chercheur chez Athemis. Athemis, ça veut dire analyse des transformations. Analyse du travail et des mutations économiques. Voilà, et donc vous vous intéressez particulièrement aux questions d'économie, de la fonctionnalité et de la coopération. Ouais, mais si je démarre pas, ils ne viendront pas. Non, mais ça fait venir. Par contre, Philippe, si tu veux bien, on a démarré. Donc, voilà, on reprend. Je suis désolé, je suis obligé d'être un peu rigoriste sur le timing parce que si on veut tenir l'ensemble de la journée, ben, on se doit de piloter. Et donc, il y a le pilotage par les récits, mais il y a aussi le pilotage par le chrono. Et chronos et ethos, ben, ça marche ensemble aussi. Et donc, voilà, on essaye de tenir les deux. Ouais, ça va venir. Ok, je vous invite à redescendre et à vous installer. Donc, l'accompagnement en cohorte. Patrice, tu penses qu'on peut y aller? On peut lancer? On va on fait venir. Alors, je vais demander de monter sur scène, si tu peux bien me mettre la slide précédente, Florence Chémille, qui est responsable du pôle énergie et société à l'AREC Occitanie, Sylvie Pavlista, présidente du pôle d'équilibre territorial rural des Causses et Cévennes, et enfin Julien Wojciechak, premier adjoint à la transition écologique de la ville de Vimy. On peut les applaudir. Et Patrice, je te laisse le manche. Ok, ouais, reste avec moi, je vais te poser 3 questions. Bien, moi, on va essayer en termes d'énergie, je vous propose d'être sur des réponses courtes et d'être dans des logiques comme ça de dialogue. Voilà, hein, pour faire vivre. Et pour l'instant, je commence debout. En termes d'énergie, j'ai besoin de rester debout. Alors, merci à celles et ceux qui rentrent de rentrer en faisant le moins de bruit possible pour qu'on s'entende. On a commencé à aborder la question des cohortes, de l'accompagnement de 2 cohortes de territoire, de l'accompagnement en cohorte. On va juste reprendre avec Julien en 3 questions rapides et un petit peu ce que sont ces cohortes. Donc moi, ma première question, ça serait finalement, c'est quoi l'objectif de ces cohortes et qui intègre le dispositif? Puis après, tu nous diras les ingrédients, les principaux ingrédients et qui est à la conception et à l'animation de ces cohortes. Rapidement, et puis on va le décliner après. L'objectif d'une cohorte, en fait, c'est de faire le pari qu'on se change et on se transforme beaucoup plus en collectif qu'en individuel. Et donc, on va accompagner un collectif de territoires. Et un territoire, c'est lui-même un collectif d'acteurs. Et donc, une cohorte, en gros, c'est 10 territoires qui représentent 4 grandes catégories d'acteurs, ce qu'on appelle les 4 fantastiques, des élus et des agents des collectivités territoriales, pluriéchelles, des acteurs socio-économiques, c'est-à-dire la société civile organisée, des acteurs économiques, le monde associatif, et puis les représentants de l'État territorial. Et donc, c'est un cheminement pendant 12 à 18 mois autour des enjeux de conduite de changement et de pilotage et de portage d'une transition systémique. D'accord. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est issu aussi de l'expérience du dispositif Villepair. Hein. Aujourd'hui, qui est-ce qui est à la manœuvre pour le mettre en œuvre ? On est à la manœuvre à plusieurs. D'abord, il y a l'association de promotion de la fabrique des transitions, les partenaires institutionnels qui nous font confiance et nous accompagnent dans ce processus et dans cette invention. Et puis, les territoires bénéficiaires, parce qu'ils co-construisent avec nous le dispositif. On fait des temps d'arrêt réguliers pour voir si on est bien toujours sur le chemin qu'on voulait construire. Et enfin, des alliés de la fabrique qui sont parfois en coproduction très intégrée avec nous, parfois en intervention moins intégrée mais tout aussi pertinente. Et donc voilà, c'est un gros système multi-acteurs qu'on met en dynamique. Très bien, merci beaucoup. Ce que je propose, c'est qu'on va, à travers vos 3 expériences complémentaires, on va revenir, approfondir un petit peu ce qui se joue. On va commencer avec Julien Wojciechak. Julien,
tu es élu en 2020, premier adjoint à la transition, c'est ça ? Transition écologique. À la transition écologique, et tu intègres, ou votre collectivité intègre le premier dispositif de cohorte, 1 an ou 1 an et demi après. Comment s'est fait la rencontre et qu'est-ce que tu es venu chercher a priori, ou en quoi tu avais l'impression que ça allait répondre à tes enjeux ? Alors, moi, j'ai rencontré... Peut-être juste, tu nous présentes la commune, ta commune, Vimy. Vimy est une commune de 4300 habitants, pas très loin de Los Angeles, il doit y avoir 12 km à vol d'oiseau. J'ai rencontré le récit de Los Angeles en rencontrant Julien en 2015, et là, j'ai pris une claque en me disant, mais quand je serai grand, c'est ça que je veux faire, dans ma commune. Donc, je pensais pas que ça arriverait aussi vite. Je penserais pas être premier adjoint en 2020. Et donc, du coup, je signe la charte en 2020 pendant finalement la période électorale, en me disant mais c'est exactement ce que j'aimerais faire. Et puis, je me dis il faut que je fasse signer ma tête de liste qui deviendra le maire par la suite, à l'été 2020. Et puis du coup, quand la première cohorte avec l'ADEME vient d'être lancée, je me dis il faut absolument qu'on saisisse de cette occasion de pouvoir parler de transition écologique et de méthode, parce qu'on en a absolument besoin. Sachant que une petite ville de 4300 habitants avec des agents qui sont très peu formés et la DGS qui n'était pas tout à fait, qui faisait office d'eux mais qui n'avait pas les compétences de management dans la collectivité, il y avait des gros enjeux là-dessus. Qu'est-ce que tu comprends de la promesse quand on te dit vous allez intégrer et on va vous accompagner, on va travailler ensemble? Tu comprends quoi de ce qui va se passer? Ou tu attends quoi? Je m'attends à ce qu'on m'aide à progresser plus vite, à grandir plus vite, d'avoir le modèle de Los Angeles pas loin, ça m'a aidé à voir vers quoi il fallait aller et quels étaient les pièges à éviter. Mais je m'attendais pas autant à essuyer les plâtres de ces systèmes de cohorte, puisqu'en fait, on était quand même les premiers. Mais tant mieux, on a cheminé ensemble. Je m'attendais pas aussi à autant de difficultés en tant qu'élu, mais peut-être j'en reparlerai après. Et heureusement que j'ai croisé le parcours de la Fabrique des Transitions, que j'avais aussi une élue qui a bossé au CERD. Certains connaissent ici Marie Décima. Donc j'étais pas le seul à avoir ce discours dans mon exécutif. Et heureusement qu'il y avait l'image et les réalisations de Los Angeles pas loin. D'accord. Dans ce parcours collectif, il y a notamment des diagnostics sensibles. Ça se passe comment? C'est quoi un diagnostic sensible? Comment ça se met en œuvre sur un territoire? En fait, c'est assez simple. Il y a des intervenants clés dans une commune qui sont des acteurs clés dans la commune. Donc, on vient les interroger en leur posant des questions et en essayant de leur poser les bonnes questions. Et on se rend compte, une fois que le diagnostic est réalisé, que se poser les bonnes questions, c'est déjà faire la moitié du chemin. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a quelques semaines, ma petite difficulté politique à moi est venue un peu confronter la saison 2 en disant moi je suis pas d'accord avec la Fabrique de Transition, ça sert à rien, c'est de la merde. Donc je lui ai dit pourquoi tu dis ça? Le maire me donne donc l'opportunité de faire le bilan. Et donc je suis revenu sur ce diagnostic-là, et 3 ans plus tard, les mêmes problématiques qu'on a aujourd'hui étaient pointées ligne par ligne dans notre diagnostic qui avait été réalisé par Jean-François et qui pointait la nécessité d'avoir un projet commun, la coopération, la communication sincère, etc. Et donc c'était révélateur de l'immobilisme dans lequel on était sur les questions de transition. D'accord, donc le diagnostic c'est une étape, mais après c'est la capacité à agir ou à transformer. Qu'est-ce qui chemine aujourd'hui, ou en quoi ce passage par cette cohorte de territoire, elle fait ressource encore, ou elle a essaimé, ou elle a semé des graines qui effectivement, il y avait les lignes directrices qui étaient sur la table. On avait un besoin, c'était de monter en compétence les agents dans leur intégralité. Et donc le DGS a été changé depuis. On a une personne d'une vraie compétence qui est venue. Mais c'est du temps long, c'est beaucoup de temps de travail, de progression des agents et de formation. Il y a des vraies réalisations qui sont des points d'étape qui permettent de montrer des belles réalisations, mais encore des grosses difficultés sur les trucs beaucoup plus structurels, et notamment quand il y a des enjeux financiers.
Alors, le parcours en corps de territoire, c'est aussi le fait de réunir une dizaine de territoires, et on reviendra sur les 4 fantastiques tout à l'heure, mais là, en tant qu'élu fantastique, tu rencontres d'autres élus fantastiques, et vous avez des échanges entre pairs. Alors peut-être c'est quoi des échanges entre pairs ? Des échanges fantastiques, effectivement, entre pairs. Bah, j'imagine, mais ça c'est toi qui vas nous le dire. Les échanges entre pairs, mais c'est mes soufflets à droite, et depuis ce matin, je ne fais que rencontrer les territoires fantastiques, et on se dit tous qu'on est exactement dans la même situation. Et c'est fou à quel point on vit tous des difficultés sur cette absence de coopération, puisque le monde politique, finalement, est un jeu du rapport de force. C'est absolument pas un jeu de coopération, c'est l'inverse. Donc du coup, on doit lever ces points bloquants. Alors il y a l'Agora de Lyon qui m'inspire beaucoup là, en disant il faut qu'on s'appuie sur les collectifs citoyens. Je sais qu'on en reparlera à côté de moi dans pas longtemps. Il y a des outils comme ça qui permettent de contourner, mais de se sentir pas seul dans ces difficultés-là, c'est une chance et c'est une source d'énergie incroyable. Parce que sinon, moi je pense que personnellement je serais déjà, on va dire, mort politiquement, ou je me serais découragé en me disant mais non, la tâche est trop dure. Mais il y a plein d'endroits où les élus, ils échangent, ils se rencontrent. En quoi là, ce dispositif particulier de pairs, il crée quelque chose de différent ? Parce que des élus qui parlent aux élus, c'est tous les jours. Effectivement, il y a plein d'endroits, mais celui-là est particulier puisqu'on vient avec une sincérité, il n'y a pas de conflit possible parce qu'on n'est pas de la même agglo, on n'est pas du tout du même secteur géographique, et donc il n'y a aucune compétition possible entre nous, et une forme de bienveillance pour se dire les choses clairement, en toute transparence en fait. Et c'est là où les choses s'enclenchent, et on se voit en présentiel pour les premières fois, mais en fait finalement la proximité entre Vimy et Annecy, qui n'ont rien à voir et qui ne sont pas du tout au même secteur géographique, est pratiquement la même qu'entre Los et Vimy, même s'il y a une proximité bien plus importante. D'accord, et donc on fait l'expérience que finalement, ce que tu disais, il y a des formes de résonance très fortes dans ce à quoi on est confronté. Il y a des invariants dans les recettes qui permettent d'avancer plus vite, et il y a des invariants dans les points de blocage ou les murs à éviter. Petit rappel, le Villeperse, c'était l'hypothèse que, quelle que soit notre situation, petite ville ou plus grande, quelque part, on était confronté à des invariants, à des enjeux qui étaient invariants, et donc déjà les repérer, les identifier, les qualifier et voir comment chacun s'en débrouillait, c'était une partie du chemin. N'hésitez pas à télécharger le référentiel si vous n'avez pas encore lu ou appris. Écoute, merci Julien, on va continuer. On verra après comment, si vous avez envie de répondre. Alors après ces cohortes qui ont été initiées, on va dire à une échelle nationale, on est rentré avec un second dispositif. Alors là, je prends ma fiche c'est avec l'ANCT, c'est ça, hein, c'est avec l'ANCT, avec l'appui de l'ANCT, sur les territoires de montagne, territoires de moyenne montagne. Les plus âgés d'entre vous se souviennent peut-être d'un long métrage de Sandrine Vessé en 1996 qui s'appelait « Y aura-t-il de la neige à Noël ?» Bon, c'était pas très gai comme film. Cette question, elle est de plus en plus récurrente, aussi bien dans les territoires de moyenne montagne que pour les potentiels touristes ou amateurs de sports d'hiver. Y aura-t-il de la neige à Noël ? Et on voit que là, on se trouve directement avec des territoires qui questionnent ou qui sont questionnés sur leur modèle de développement. Quel est le futur de nos territoires, et sur les enjeux économiques, puisqu'il y a toute une économie locale, un ensemble d'acteurs publics et privés qui sont organisés autour de l'accueil de touristes, notamment pour les sports d'hiver. Alors, on va évoquer avec Sylvie Pavlista, qui est présidente du PETR. Alors, du PETR... Causses-et-Cévennes. Voilà, et puis on va rappeler PETR ce que ça veut dire. Parce que... Voilà, ça veut dire pôle d'équilibre territorial et rural, donc en Causses-et-Cévennes, en Occitanie. 2 communautés des communes, 36 communes, et on est un territoire rural et montagneux, peu dense, 18 habitants au kilomètre carré. La plus grande commune, c'est un peu moins de 4000 habitants, donc pour vous situer. Et donc, dont tu es première adjointe. Je suis première adjointe de cette commune, le Vigan, en charge de l'urbanisme et présidente donc, du PETR. Bien, donc ce dispositif se met en place avec des territoires pairs, on va dire.
Et dans le dispositif, il y a déjà la constitution de l'équipe, puisqu'il ne suffit pas de dire qu'il y a des fantastiques sur tous les territoires, il faut aussi, une fois qu'on souhaite intégrer le dispositif, la cohorte, de choisir ces 4 fantastiques. Comment ça s'est construit, comment ça a cheminé cette question? Alors, si je peux me permettre, juste, je voudrais faire un petit retour en arrière. Comment on s'est trouvé là? Ouais. En fait, comment on est arrivé là? Effectivement, on a répondu à l'appel à projet Avenir Montagne, et ensuite, on a assisté le 1er septembre 2022 à lancement de la cohorte des territoires pilotes. Et j'étais avec le maire justement du Vigan, la grande commune, et on a été absolument enthousiaste par cette présentation de programme, en se disant on a besoin d'accompagnement dans nos petits territoires. Et là, on s'est dit on va saisir cette opportunité. On ne savait pas du tout vers quoi ça allait nous mener, mais on s'est dit on a comme seul repère le travail effectué avec brio, mais en 20 ans, de Los Angeles, et aussi la méthodologie de la fabrique des transitions. Et on se dit, allons-y. Bon, ils étaient obligés de nous choisir en tant que territoire pilote parce qu'on a été tellement insistants auprès de la NCT et de Jean-François Caron et de la Fabrique des Transitions que finalement, effectivement, on a fait partie de ces territoires pilotes. Et donc, on a commencé par choisir notre équipe. La mission, c'était ça, avec les 4 fantastiques. Donc, les 4 fantastiques, qu'est-ce que c'est? C'est des élus. Donc, nous, on a été choisir dans les élus référents du programme Avenir Montagne, des élus qui étaient déjà impliqués dans ce programme, les agents du PETR, le chef de projet bien sûr, et puis Anaïs Grasset, ici même, chargée de transition écologique. Ensuite, on avait comme mission d'associer des sociopros. Là, on a choisi une association, la Filature du Mazel, qui est une association culturelle, en se disant qu'on pouvait avoir une approche de médiation culture, transition écologique, les transitions plus exactement. On s'est dit là, il y a peut-être une approche intéressante à avoir. Et puis, un professionnel des activités de pleine nature. Et après, il y avait le problème de l'État. Trouver deux référents de l'État. On aurait pu choisir la sous-préfecture, la DDTM, mais on a souhaité l'adapter à notre territoire. On a un territoire montagneux, très forestier, 70% du territoire est recouvert de forêt. Donc on a fait appel à l'ONF. Et aussi, sur notre territoire, on a la chance, et aussi parfois, ça dépend de quelle manière on le voit, ça peut être aussi un facteur bloquant, le parc national des Cévennes, qui a été donc dans les fantastiques. Donc voilà nos 4 fantastiques Très bien. Au moment où vous intégrez le dispositif, la cohorte, là, est-ce qu'il existe un débat? Est-ce qu'il existe un questionnement sur le devenir de votre territoire? Où en est ce débat? Est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a déjà des gens qui disent il faut qu'on passe à autre chose? C'est quoi un peu l'état des lieux? En fait, au niveau des transitions, c'était pas très présent. On a une station de moyenne montagne à 1500 mètres d'altitude, une station de ski. Donc il y avait le problème de ce devenir de cette station qui est très important, mais après il n'y avait pas quand même une volonté d'aller très loin dans les transitions. Nous, déjà pour vous dire, le PETR n'était pas très bien considéré. Il était considéré comme un millefeuille supplémentaire. Et donc moi, nouvelle élue en 2020, je me suis efforcée avec l'équipe, bien sûr, à apporter de la cohérence dans cette structure et à montrer aux élus qu'on pouvait servir à quelque chose. Et du coup, en rentrant dans cette cohorte, en fait, ça a apporté une certaine confiance de dire que, oui, aller un peu plus loin dans les transitions, enfin commencer les transitions plutôt, c'était finalement à notre portée et que cet accompagnement avec la Fabrique des Transitions pouvait nous donner un fil rouge. Et donc ça a commencé avec le diagnostic sensible que Jean-François Caron est venu faire sur notre territoire. Il est venu interviewer une vingtaine de personnes. Et en fait, quand on a parlé, avant qu'il arrive, quand on a parlé de ce diagnostic, on s'est vite heurté aux mots, au vocabulaire employé. Et en fait, on a changé légèrement le vocabulaire et on l'a appelé analyse sensible. Parce que au sein des élus, surtout, c'était considéré comme un diagnostic supplémentaire, très conventionnel. Et donc, on a voulu faire un peu plus punk, si je peux me permettre. Et on l'a appelé analyse sensible. Et cette analyse sensible, moi-même, bien sûr, j'ai été questionnée. Et il faut avouer que c'est assez déstabilisant.
Parce que les premières questions de Jean-François, c'est... on parle de désir, on parle de quel est votre rêve de transition. C'est un peu déstabilisant, on se dit mais qu'est-ce qu'il nous raconte, il parle d'amour, bon, bref, on a trouvé des réponses, et en fait, ce que ça a suscité, c'est que c'est un moment très très important, c'est-à-dire que la personne qui fait le diagnostic, ou l'analyse sensible, elle écoute avec beaucoup de bienveillance, c'est anonyme, et donc en face, une fois passée la surprise de la question, on se livre avec sincérité et on parle vraiment avec son cœur. Et en fait, qu'est-ce que ça engendre ? Ça engendre de l'enthousiasme. Et parler de transition, c'est plutôt quand même pas forcément très gai. Et là, à chaque personne interviewée, quand les personnes sortaient de là, ça va tous un sourire jusqu'aux oreilles. Et ça suscite de l'espoir. Cet enthousiasme, en fait, déclenche de l'espoir. Comment on fait pour que ceux qui n'ont pas été interviewés puissent aussi rentrer, être embarqués? C'est toujours une question. Hein. On sait bien, on part 2 jours, où on a 2 jours d'échange, on est transformé, mais on retrouve le même bureau, les mêmes collègues, et eux, ils n'ont pas été transformés comme nous, donc on a parfois un peu de décalage. Comment on crée cet enthousiasme plus commun ou cette dynamique plus commune? Alors, d'abord, après l'analyse sensible, la personne qui a fait l'analyse, en l'occurrence Jean-François Caron, fait une restitution aux personnes interviewées. Donc ça a commencé comme ça. Alors là aussi, moi je me demandais comment les uns et les autres allaient percevoir ça, parce qu'on vous dit il n'y a pas de vision partagée. Enfin, il y avait des points négatifs et puis d'autres points bien sûr positifs. Je me demandais comment allaient réagir les élus, les socio-pros qui avaient été interviewés. Là, encore une fois, ça a été un déclencheur pour pour aller vers une vision commune. C'était quelqu'un d'autre que l'équipe qui en parlait, et cette neutralité entre guillemets apporte vraiment une autre dimension et une écoute, et du coup on se dit ah oui c'est vrai, peut-être que si on réfléchissait ensemble à une vision, on pourrait justement aboutir à des changements et à faire transition. Et donc il y a eu cette première restitution qui a là aussi apporté beaucoup d'enthousiasme au groupe. Et ensuite, le chef de projet et moi-même, on a dû faire d'autres restitutions à des personnes qui avaient rencontré Jean-François, mais d'une manière informelle, en allant manger au restaurant ou autre cadre, ou d'autres personnes qui n'avaient pas pu être là pour la restitution avec Jean-François. Je peux vous dire que c'était pas facile à faire, parce que en ayant en image encore et les mots bien choisis de Jean-François, parce qu'il est rodé à cet exercice, c'était pas facile pour nous, mais on s'est vraiment approprié tout ça. Donc on a fait plusieurs restitutions. En plus de ça, il fallait aussi comprendre ce qui avait été dit et le retraduire. Et après, on a décidé de faire une restitution publique. Et c'est là une différence qui a peut-être aussi une incidence sur la suite avec le témoignage de tout à l'heure. C'est qu'on a choisi de la faire au cinéma, un lieu de culture, un lieu ouvert à tous, intergénérationnel, et même Jean-François Caron nous essayait de nous décourager de cette idée ambitieuse. Et alors, vous avez fait ça le comble? On a désobéi. Vous avez fait ça le comble? Vous avez fait combien de séances? Vous avez tenu l'affiche combien de séances? Alors, on a fait qu'une séance quand même, il ne faut pas exagérer, mais la séance, le cinéma était plein. Et aussi, en fait, au début, Jean-François nous disait non, mais il faut surtout réunir les élus, les agents, la population. Vous avez l'air du mal à l'attraper. Et effectivement, on connaît notre territoire. Moi, j'ai dit les élus. Je suis pas sûre qu'ils remplissent ce cinéma. Effectivement, on n'avait pas tort. Donc, on a fait ce pari-là. C'était ambitieux, et en fait, on l'a réussi. Une salle comble et de tout public, c'est-à-dire qu'il y avait des citoyens, des socio-économistes, des personnes issues de la société donc civile, je veux dire des associations. On a beaucoup d'associations économiques, sociales et solidaires, ils étaient là. Bref, toute population. Et là, ça a vraiment embarqué les choses. Les élus qui n'étaient pas là, quand ils ont regretté de ne pas y être, finalement, et ça pousse, ça donne une dynamique. Et là, Jean-François a fait une première partie pour expliquer ce qui s'était passé à Los Angeles et comment les transitions s'étaient faites dans ce territoire.
Et ensuite, le diagnostic du PETR Cossé-Cévennes. Et en fait, tout le monde se dit, comme nous on s'est dit aussi au tout début, bah oui, on peut y arriver pas à pas. Et c'est à notre portée. Et c'est ça, c'est de se dire qu'on a un fil rouge à tracer, mais c'est étape par étape, petit à petit, on va y arriver. Et du coup, on a aussi lancé, ça a été un moment fondateur pour déclencher la coopération. On a montré à voir que les élus, l'équipe d'agents étaient tous motivés, très impliqués. Et du coup, on disait oui, on ne sait pas faire la coopération, on ne sait pas coopérer, on ne sait pas co-construire, mais c'est notre volonté d'y aller ensemble. Et ça, c'était très sincère. Et c'était encore une fois parler avec le cœur. Et pourquoi ? Pour l'amour aussi de son territoire, en fait. Et ça se sent, ça s'entend. Et ça, c'est ce qui fait avancer tout le monde, en fait. Merci beaucoup. Et embarquer tout le monde. Merci beaucoup, Sylvie. On aurait envie de savoir comment ça continue à cheminer. Soit on aura un tout petit peu de temps là, soit on aura aussi le temps du déjeuner pour le faire. Je vois que l'amour est un des fils conducteurs de votre parcours, c'est chouette. Alors, on rentre maintenant dans une nouvelle aventure avec les cohortes régionales, avec cette idée que finalement cet échange, cette construction interterritoriale, puisque c'est aussi une dynamique interterritoriale, hein, c'est une des valeurs ajoutées, un des principes forts, ça peut aussi se jouer dans des échelles régionales qui vont créer peut-être on verra justement ce que ça crée, cette proximité, le fait d'être dans une même région administrative, est-ce que ça permet d'autres choses ? Et dans la façon de construire ces cohortes et dans la façon aussi de les animer, il a été ambitionné de trouver à chaque fois un allié qui va être l'opérateur, l'acteur, l'animateur. Et donc là, il y a tout un jeu de construction, de co-construction pour s'approprier l'expérience, les ressources, le dispositif, le construire à sa main. Et voir aussi peut-être en quoi ça va nous-mêmes nous transformer, cette aventure-là. On va en parler avec Florence Chemy, qui est à l'Agence régionale énergie-climat et qui est en charge, donc l'Agence régionale énergie-climat en Occitanie, qui est en charge de la mise en place de cette cohorte à l'échelle de la région Occitanie. Alors peut-être en deux mots, Florence, la façon dont cette agence régionale, tout d'un coup, s'est saisie ou a été saisie de cette proposition et comment elle est venue conforter ou interroger déjà le travail que vous faisiez. Alors, merci aussi de l'invitation. Je vais peut-être dire un petit mot sur l'agence, parce que c'est un outil un peu spécifique et certainement complémentaire avec beaucoup d'autres alliés. L'Agence régionale énergie-climat, c'est un outil de la région Occitanie sur les sujets de transition énergétique et climatique, dans le cadre de sa politique région à énergie positive 2050. Quand on a dit ça, en fait, qu'est-ce qu'on fait concrètement ? En fait, on est un outil un petit peu original dans le sens où on est assez récent, on a 5 ans. Mais on est une agence qui n'est pas sous format associatif avec des subventions, mais on a 2 outils juridiques, une société publique locale avec un actionnariat majoritaire de la région et puis d'autres collectivités, et une SEM, parce qu'on est aussi un outil d'investissement avec le secteur bancaire derrière. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que ça veut dire que on se réorganise perpétuellement. On est une fabrique de solutions, en tout cas c'est ce qu'on dit. Notre réalité aujourd'hui, c'est qu'on on est 45 à peu près, l'ingénierie technique, financière, sociale et juridique. Vous comprenez qu'on n'habite pas du tout tous sur la même planète. Quand je parle de participation, mes collègues du financier, ils parlent d'argent dans des sociétés pour de l'éolien, par exemple. Voilà, c'est ça aussi notre culture interne. Donc l'approche systémique et puis, on va dire, le fait d'embarquer tout le monde, de parler le même langage, ça nous parle en interne déjà aussi.
Et puis après, dans une de mes casquettes, donc d'ailleurs on est en train de se renommer, moi je m'occupe de l'activité qui s'appelait Énergie et Société, qui a rebougé connaissance. Alors j'espère que c'est pas trop prétentieux. Pour l'instant, on va vers l'ingénierie des coopérations. Mais je rejoins Valérie Martin de l'ADEME qui disait en termes de posture, moi j'étais un peu issue de la communication aussi, et ça veut dire qu'on change quand même le paradigme et les approches. Alors ça ne veut pas dire que c'est facile au quotidien par ailleurs. Donc vous êtes un acteur institutionnel, cette agence. On est un acteur institutionnel. Et par rapport à ce que tu dis sur des outils et une intervention classique, là ce que je comprends c'est dans l'accompagnement, justement, dans l'accompagnement des territoires, est-ce qu'il y avait déjà cette fonction d'accompagnement ou comment elle se traitait, comment elle se faisait ou est-ce qu'on était plutôt dans une logique on va dire d'expertise, d'ingénierie un peu classique? On a les deux, en fait, puisque soit la région nous missionne pour faire de l'accompagnement plutôt collectif, et là je vais vous en parler, soit en fait on est sur, on va aider sur les démarches TACT de l'ADEME, là bientôt qu'on va démarrer en début d'année, les PCAET, de la planification, enfin voilà, les métiers classiques. On va dire de la transition pour nous, transition énergétique, climatique. Mais par ailleurs, la région nous mandate, puisque en fait, on a des missions pour les collectivités, dont principalement la région, mais soutenue par l'ADEME également pour bon nombre. Nous mandate pour faire de l'animation aussi territoriale. Et donc, à ce titre, moi, j'anime avec d'autres collègues le réseau TOTEN, le réseau des territoires en transition énergétique en Occitanie, qui est un réseau très ouvert, qui n'est pas soumis à délibération et qui a pour vocation l'échange entre pairs. Et puis d'alimenter en information, en dynamique, donc la mise en action, la mise en mouvement, la dynamique, c'est aussi nos métiers. Et donc, nous, ce qu'on entend des remontées des territoires, c'est les effets silos. Voilà. On a un élu, un chargé de mission, et puis il fait son travail, et puis il se dit « Ah, j'irais bien chercher les autres », et puis en fait, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, pourquoi ? Ils ne savent pas bien. Ils viennent se recharger en énergie, puisque c'est notre sujet au fur et à mesure dans l'année. On organise plein de choses, on a une feuille de route d'animation. Et puis ils nous le disent, c'est difficile, c'est bien quand on se rencontre, on peut partager nos expériences, et donc qu'est-ce qu'on constate ? On constate qu'effectivement on n'est pas dans des approches, alors on peut appeler pluridisciplinaires, transversales, systémiques. Et ça touche la gouvernance, ça touche le changement, voilà. Donc vous avez déjà cette fonction et cette expérience d'animation, on va dire de professionnels, de pairs qui sont sur des sujets. C'est ça. Et là, comment se fait le lien ou la rencontre avec la Fabrique et l'association de promotion et Alors, les cohortes ? Claire, qui devait être là, la directrice opérationnelle et que j'excuse, était là à l'Assemblée Générale l'année dernière. Et on cherche, nous, toujours des nouvelles solutions. C'est notre sujet à l'agence aussi. Et elle était là. Jean-François Caron, on connaît depuis très longtemps. La Fabrique, le CERD. Moi, le CERD, c'est un outil qui me fait rêver. Je vais toujours chercher le kit de mise en récit, enfin les outils. Les productions du CERD. Et en fait, on s'est dit, là, il y a une opportunité. Avec les cohortes, nous, on est vraiment tête de réseau régional, on a vocation à intervenir là où il n'y a pas d'autres acteurs, sur des principes de subsidiarité. Comment on peut se glisser, comment on peut faire des effets leviers avec ces cohortes, et puis on a commencé un travail de lobbying pour faire remonter jusqu'à l'institution. Julien est témoin, puisqu'il y a un an, quasi jour pour jour, on l'avait invité aux Assises régionales de l'énergie avec la vice-présidente de la région, Agnès Langevin, pour parler de mise en récit. Et on était sous le prisme des acteurs culturels. On avait invité une scénariste, un journaliste. On était sur les mêmes sujets que ceux dont on parle là ce matin. Alors en parler, c'est bien. Après, ça fait pas tout non plus. Ça ouvre des portes, ça partage. Et donc c'était au Forum Energaia, qui se déroule en ce moment même aussi à Montpellier. Et donc il a rencontré la VP. Donc il a pu discuter avec la VP. Et puis nous, on a continué notre travail de fourmi, alors moi plutôt au niveau technique, c'est mon objet, au sein du réseau TOTEN, et de dire il faudrait qu'on fasse ça, et de convaincre les partenaires, puisqu'en fait c'est un outil partenarial, on a déjà nos fantastiques, pour partie. Nous, on est un acteur socio-économique, on pourrait dire, même si on est animateur. Et on a aussi l'ADREAL, l'ADEME et la région dans un comité de pilotage. Donc on a déjà des acteurs avec des têtes de réseau régional pour pouvoir activer ces démarches-là. Donc on a avancé
pas à pas, en faisant beaucoup de pédagogie, en apportant des informations, parce que aussi il y a des réticences, parce que chacun a son prisme de lecture, mais la fabrique faisant aussi son travail de son côté avec l'État au niveau national, avec de la communication à différents temps, de la bonne communication, du partage, de la promotion de l'intérêt du dispositif. On a réussi en fait à avoir dans le cadre du réseau Totem une mission pour déployer une cohorte de 10 territoires. D'accord, donc là on voyait déjà, même s'il y a des ingrédients ou il y a un ensemble d'ingrédients, et ça nécessite un an de travail quand même à peu près pour oui, puis c'est passer, pas fini, pour passer de ça serait bien et on trouve ça super chouette à créer les conditions de la faisabilité de l'organisation de cette cohorte. Donc aujourd'hui, on est dans le moment où les territoires sont identifiés. Alors on est encore en recrutement. On a 5 territoires identifiés. Je fais de l'œil à Wessine. Alors les territoires et candidates, c'est vous qui les cooptez. Comment ça se passe? C'est une mise en concurrence féroce. C'est quoi? Bien sûr, c'est notre truc, la concurrence. Non, on a fait un travail de fourmi, de personne à personne. On a fait venir. On a fait participer Anne-Louise à un petit format d'échange entre collectivités au mois de juin. On a été témoigné avec un territoire, le Grand Rodez, qui avait été dans la première, qui est sur notre territoire Occitanie, qui avait été dans la première cohorte. Aux journées régionales tête de l'ADEME en juin. Enfin voilà, on a démultiplié, on a été intervenu puisque c'était à Toulouse aux journées nationales de l'ADEME aussi en témoignage, et on a continué notre exercice de recrutement petit à petit. Aujourd'hui, on a peut-être une dizaine de collectivités, mais on en a surtout 5 qui ont vraiment postulé. Alors l'effet calendrier fait que quand on fait remonter aussi au niveau institutionnel, eh bien, on a les temporalités institutionnelles qui vont avec. Donc, je ne peux pas vous dire qui aujourd'hui. Mais voilà, on a 5 territoires qui. Plus, oui, alors, je ne peux pas. Oui, Sylvie. On espère en faire partie. Bon, là, il y a Sylvie qui renouvelle sa candidature. C'est ça, mais ils ont postulé, tous les voyants sont ouverts, mais ce n'est pas tout à fait officiel. Très bien. Peut-être dernier temps d'échange sur la question, moi je dirais des métiers ou les questions professionnelles, parce que tu dis on anime déjà des réseaux, etc. Est-ce que là, à travers le montage de cette cohorte, ce qui se joue aussi dans la capacité à animer, à animer les groupes de pairs, à animer le diagnostic ou à faire vivre le diagnostic, etc. Est-ce que tu sens que ça vous déplace, c'est un autre métier ou c'est une autre façon de faire le métier que vous faisiez? C'est quoi l'écart entre ce qui... On va monter en compétences. Ouais. Voilà, je vais y répondre comme ça. On arrive humblement dans cette cohorte parce que nous, on ne l'a pas vécu. On n'a pas cette chance d'avoir déjà vécu une première expérience. Donc, on espère apprendre beaucoup. On est en train de se former au diagnostic sensible. On va être supervisé par la fabrique. On a mobilisé, nous, en interne à l'agence, 5-6 personnes. Et puis, il y a des alliés. On n'est pas seul, surtout sur le territoire. Moi, j'ai aperçu Florence Bunot, qui est un allié fort en région, mais il y en a certainement d'autres que j'ai pas forcément encore croisés. Il y a des représentants du club de l'économie, de la fonctionnalité et de la coopération qui sont intéressés aussi, qui sont présents, je vous le dis. Donc on a ouvert les portes des formations, on a fait une première séance à Toulouse avec Jean-François en distanciel, Julien, etc., Yuan aussi. On est en co-construction continue et puis on pose les jalons pour monter en compétences. C'est aussi un premier, j'ai envie de dire, groupe de travail nous, au sein du réseau, donc c'est un nouvel objet. Peut-être je voudrais rajouter quelque chose quand même sur la spécificité de la cohorte. C'est qu'elle fonctionne avec l'institution et avec la région. Et je suis désolée, je suis bavarde en fait, mais... Non, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que dans le triptyque, enfin c'est quand même un écosystème un peu particulier, c'est qu'il y a une convention, je peux Julien, mais tu pourrais en parler aussi, avec l'ADEME au national, qui mandate la fabrique pour déployer des cohortes régionales. Nous, on se situe en allié pivot, mais il y a un conventionnement avec la région. Ça veut dire qu'on arrive à embarquer l'institution et tout le territoire dans ces approches-là et dans cette mise en dynamique. Alors, on ne sait pas ce que ça va donner, et on espère le plus possible. Nous, on le fait à l'échelle d'un réseau de manière complémentaire avec des territoires, 10 territoires aussi, mais l'idée, c'est d'aller quand même plus fort, plus loin, plus large que simplement une approche sur
un territoire et de faire force ensemble, coopération ensemble. Et c'est important, je pense, dans le... Donc, on se retrouve dans un an ou dans 2 ans à la prochaine journée des Alliés, c'est ça, pour voir où vous en êtes? Oui, on verra où on en est. Super, merci beaucoup. On va continuer à explorer les différentes dimensions du dispositif et de ce qui se joue. Pour aller plus loin, on le refera à la fin, ouais. Ou on fait en attendant qu'il y ait... Alors, il y a déjà des personnes qui veulent poser des questions. Formidable. Hein. Ce ne sera pas forcément une prise de question, plutôt un témoignage, mais merci de la passation de micro. Je donne la parole du coup à Mathieu Tellier, que je laisse se présenter. Donc bonjour à toutes et à tous, je suis Mathieu Tellier du service des politiques territoriales à l'ADEME. Donc on accompagne et on suit le travail de la Fabrique des transitions, d'abord avec les premiers 10 territoires pilotes et ensuite avec les fabriques régionales. Et Noël Lenanquer disait tout à l'heure que voilà, on avait essayé de les mettre dans des cases. C'est pas faux. Nous aussi, on monte en compétence justement sur ces techniques d'animation de sens social et humaine. Et je dirais que quand même, on est une boîte d'ingénieurs, donc on a de l'expertise, mais on a quand même dans notre ADN de soutenir les actions locales et territoriales, de soutenir aussi les actions de la recherche. Et donc, du coup, c'est tout naturellement qu'on a été intéressé par le travail de la Fabrique des transitions et que l'on suit encore et que l'on va soutenir sur plusieurs années le travail de la Fabrique des transitions. Donc voilà, mon retour d'expérience pour dire que je suis très fier et très satisfait du travail qui est réalisé et j'espère que du coup ça va mener de beaux projets concrets auprès des territoires et auprès des alliés qui assurent sur le terrain l'accompagnement et le suivi. Merci beaucoup Mathieu. Alors ce qui est un tout petit peu perturbant là, c'est qu'on voit plein de gens sur leur téléphone et on ne sait pas s'ils sont en train de répondre à la question ou s'ils sont en train de discuter ou de régler des problèmes du quotidien. On espère qu'une partie d'entre eux vont nous apporter des questions ou des... Je peux développer. Alors en plus, il y a des prêts... Il y a des pré-ciblages, c'est ça, Anne-Louise. Il ne faut pas le dire. Il ne faut pas le dire qu'il y a des gens à qui on aimerait passer la parole, c'est ça? Il y a des gens très motivés qui l'ont manifesté en amont. D'accord. Écoute, C'est moi qui prends la parole Sébastien. sans m'y attendre du tout. Donc, tout à fait improvisé. Donc Sébastien Defix, donc je suis directeur général et adjoint au DGS du département du Puy-de-Dôme, qui est associé à la Fabrique des transitions depuis 2019, puisque c'est une aventure qu'on a débutée en 2019-2020 avec la Fabrique. Moi, j'interviens pour vous... Alors, on a parlé aussi des dénominations. Moi, je suis directeur général d'un pôle qui s'appelle le pôle Innovation, Ressources et Appui aux Transitions, qui fait le pôle Pirate. Et s'appeler pirate dans une collectivité, déjà, c'est un pas de côté. C'est pas évident d'être un pirate au milieu de... C'était les premiers punks, les pirates, quelque part, non? Et donc, nous avons de nombreux dispositifs, mais notamment un qui est une fabrique locale, qui s'intitule la Fabrique départementale des transitions, et qui est une fabrique qui regroupe plusieurs types de collectivités, communes, établissements publics de coopération intercommunale, donc des communautés de communes, des communautés d'agglos. Et donc, ça rejoint exactement les dispositifs que l'on a ici à la Fabrique. Et la Fabrique nous accompagne aussi dans cette fabrique locale, multi-échelle, multi-acteurs, puisque les 4 fantastiques se retrouvent pour chaque territoire. Et puis surtout multi-domaines, parce que l'élément systémique aussi, c'est de pouvoir mettre en relation des projets qui nécessairement aujourd'hui peuvent être conduits de manière silotée et là dialogue, et ce qui permet véritablement de les augmenter. Et donc cette cohorte, à la fois c'est les 4 territoires aujourd'hui, mais chaque année l'objectif c'est d'en associer 2 supplémentaires. Les 4 premiers ont eu cette méthode d'analyse sensible ou de diagnostic sensible. Et donc, ce qui a apporté à chaque territoire la possibilité de définir un projet
Nous sommes dans la deuxième phase où là, c'est l'accompagnement à la détermination plus précise du projet. Et actuellement, nous menons cela. Donc, soit ils travaillent en cohorte, c'est-à-dire qu'ils peuvent aborder le sujet de leur projet, mais des projets aussi des autres territoires ensemble. Mais aussi, ils travaillent de manière individuelle avec un accompagnement spécifique du département en lien avec la fabrique des transitions pour bénéficier, et je crois que tous les territoires ont ces difficultés, d'une ingénierie et d'une nouvelle ingénierie de projet, et notamment l'art de converser et de faire coopérer les territoires, mais aussi les acteurs locaux. Donc on a ce dispositif décline très précisément la mécanique de la fabrique que vous avez vu au niveau des cohortes régionales et autres, mais aussi au niveau local, c'est un territoire, pour le rappeler, Puy-de-Dôme est un territoire expérimental, puisqu'il y a d'autres dispositifs aussi qui contribuent à alimenter la fabrique. Et je terminerai par dire, c'est vrai qu'au début, je crois qu'on a dû élaborer la première convention de coopération entre la fabrique et le département du Puy-de-Dôme, convention de coopération qui a dû faire des petits depuis, puisqu'elle est le socle à bien d'autres coopérations. Donc c'est aussi cette idée d'échange et d'alimenter chacun les savoirs de l'autre. Et peut-être en 1 ou 2 secondes, Sébastien, en quoi ça change l'activité du département ou le positionnement ou le métier des agents ? Alors, c'est une vaste question en 2 secondes, donc je vais essayer de tenir le timing. Déjà, tenir le timing, c'est compliqué parce qu'on l'a dit tout à l'heure, c'est une vraie problématique de temporalité. La temporalité politique et la temporalité de la transition, ce sont 2 choses qui sont bien différentes. Et donc, s'inscrire dans une temporalité de changement de paradigme et de nouveaux modèles, alors même que la temporalité politique, elle est très contrainte, c'est déjà un exercice qui est très difficile. Sur la fabrique locale, l'idée, pour dire ce que ça peut changer, c'est de sortir des logiques de guichet, en fait. C'est de se dire qu'une collectivité, elle a certainement un projet qui lui est propre, et avec son écosystème territorial, mais comment le faire émerger et comment en fait la politique départementale peut s'adapter, c'est de l'horlogerie en fait, peut s'adapter à des problématiques de territoire qui vont être vraiment différentes. Le département du Puy-de-Dôme, c'est une grande métropole, c'est à côté de la ruralité, c'est des zones de montagne, c'est des zones d'agriculture conventionnelle, etc. Et donc on n'applique pas une politique, on va dire, uniforme, mais ça nous oblige ou ça nous invite à dialoguer à partir des réalités locales et à construire avec les réalités locales. Déterminer le sens commun et avoir des réalités locales. Très bien, merci beaucoup. Alors, il y a une question, et puis je vous proposerai de commenter cette question, cette remarque, conduite de la transition ou facilitation de la transition. Voilà. Vous vivez comment, vous, dans votre rôle ? Vous êtes à la fois plutôt en situation de pilote, de conduite, là où vous êtes. Est-ce que vous êtes aussi, vous vous sentez facilitateur ? Je vous laisse réfléchir 2 minutes sur le sujet. Oui. Je vais vous décevoir, c'est encore un témoignage du coup. Marie-Luce Guibe, chef de projet montagne à l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Donc chez nous, on n'est pas vraiment dans des cases, on n'essaye pas de vous mettre en case, mais plutôt on est dans des formats de bulles et des d'ébullitions importantes en ce moment. Je voulais témoigner et remercier le PETR bien sûr pour son témoignage et ce partage. Le programme Avenir Montagne Ingénierie a été lancé avec le plan de relance. C'était quelque chose d'un peu innovant, un peu soudain et un peu rapide avec ces fonds particuliers suite au Covid. Je voulais rappeler que c'était l'ensemble des territoires de montagne, pas seulement les stations de ski. On parle beaucoup du ski, mais on a énormément de territoires de montagne qui sont en évolution et qui sont impactés par le changement climatique sous toutes ses formes. Et remercier le travail qu'on conduit avec la fabrique. Donc on a 61 territoires, on a 9 territoires pilotes accompagnés par la fabrique. Et on a toute une offre de services pour ces 61 territoires et la fabrique vient en complément en ouvrant une autre façon d'approcher les sujets et de façon très complémentaire à ce qu'on peut offrir de manière un peu plus opérationnelle ou classique dans nos institutions. Voilà, je ne resterai pas plus longue. Merci beaucoup. Peut-être sur cette question-là de la conduite de la transition. La conduite de la transition, ça voudrait dire que la transition, elle est déjà opérationnelle. Et en fait, sur mon territoire, je ne pense pas qu'on ait réellement déjà enclenché une transition écologique systémique. Non. Je suis dans la sensibilisation, dans
dans la facilitation demain de le faire, mais il y a bien une nécessité de vraiment mettre la marche en avant. Bon, du coup, on agence les acteurs, on essaye de rendre ça possible et rendre ça désirable surtout. D'accord. Sylvie? En fait, on apprend une autre façon de faire de la politique. Et du coup, ça questionne la place de l'élu. Et en fait, l'élu, en co-construction, c'est un facilitateur. Il peut conduire, mais enfin, c'est un facilitateur surtout. Et ce que j'aurais voulu aussi rajouter, c'est que nous, on est parti de très très loin, de très très bas. Et en fait, grâce à cette méthode de la fabrique, on est vraiment rentré de plein pied dans la méthodologie, dans l'idée de co-construction. Et en fait, on arrive avec pas à pas, déjà avec notre projet pilote qu'on est en cours de construction, mais aussi à embarquer du monde auprès de nous et à savoir que tout à l'heure, c'est pour ça que je voulais prendre le micro aussi, c'est que j'attends la réponse de la REC avec impatience. Mais le territoire du PETR a donc été territoire pilote. On comprend à peu près ce qu'on doit faire au niveau des transitions, on avance petit à petit. Et là, on en est qu'en fait, on va être tuteur, en quelque sorte, ambassadeur pour une autre collectivité. Alors bon, c'est facile un peu pour moi, puisque je suis la première adjointe de la collectivité en question. Mais en attendant, on a aussi notre DGS de la collectivité qui est là aujourd'hui. Et donc, ça veut dire qu'on embarque du monde. Alors nous deux, on a embarqué, mais les autres élus sont embarqués aussi dans une autre collectivité. Enfin, une autre échelle. Donc ça, c'est vraiment important. Et puis aussi, au niveau de la vision qui n'était pas partagée, le diagnostic ou l'analyse sensible qui était faite au départ, vision non partagée, on avance là aussi. C'est-à-dire que il nous avait dit aussi, Jean-François, dans le diagnostic, où on ne voit pas la transition écologique chez vous. On est dans le sud, on n'a pas de panneaux solaires. Qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, là, voilà, hier, on avance. Hier, une des deux communautés des communes du PETR a signé un partenariat donc pour faire une société de projet avec donc 4 partenaires différents, la région, la REC, des citoyens et une collectivité. Donc on a vraiment enclenché ce processus. C'est devenu un nouveau processus qu'on applique un petit peu dans tous les fonctionnements, c'est systémique. La charte forestière a été lancée, et bien là aussi, on rentre dans ce cadre-là. Du moins, on s'y efforce. C'est notre leitmotiv, notre fil directeur et fil rouge qu'on essaye de suivre. Et finalement, j'ai envie de dire, c'est pas si difficile que ça quand on se dit qu'on peut y avancer petit à petit, de petits cailloux blancs après cailloux blancs. Et peut-être, moi, ça fait le lien avec une question qu'il y avait là. Dans les mises en mouvement, il y a des acteurs socio-économiques, donc il y a des entreprises, il y a des commerçants, il y a des associations, il y a tout un tissu économique. Comment ces questions-là, elles les travaillent aussi, et comment est-ce que vous commencez aussi à mettre en travail la mutation des modèles économiques, la mutation des activités économiques, la construction d'un autre référentiel en termes d'économie locale? Est-ce que c'est des choses qui aujourd'hui émergent? Alors ça, je crois que c'est plus difficile peut-être. C'est un des freins qu'on a identifié, c'est-à-dire que déjà les socio-économiques, pour les mettre autour d'une table, c'est pas évident. Parce que ils ont leur activité économique, donc ils sont pas toujours disponibles. Et donc ça, c'est déjà une première difficulté. Et puis après, ils regardent les choses sous un angle très individuel pour leur propre activité. Donc c'est ce regard-là qu'on y travaille, qu'on change et qu'on essaye de changer. Et c'est pas le plus facile. J'ajouterais que finalement, dans la conduite de la transition, en fait, c'est des transitions. Il y a une transition économique, il y a une transition, on pourrait dire, démocratique à impliquer les habitants, il y a une transition managériale, une autre façon de conduire les agents d'une collectivité, une transition énergétique, transition environnementale, on pourrait dire, sur la biodiversité. Et tout ça est compliqué parce qu'il y a plein de façons d'y entrer, mais en fait, tout fait sens quand on adopte ces postures de faire autrement. Et je vois la question de quelles étaient les bonnes questions. Se poser la bonne question de pourquoi on fait une centrale photovoltaïque,
pourquoi on fait une cantine, quel est son objectif. C'est ça, à mon avis, les bonnes questions qu'on se pose quand on a le diagnostic, quand on a un œil extérieur qui vient se porter sur notre collectivité en disant mais pourquoi vous n'avez pas encore mis de panneaux photovoltaïques? C'est quand même normal, enfin la moindre des choses, quoi. Merci. Oui. Alors, il y a plein de mains qui se lèvent. Moi, je ne sais pas. Il y a déjà un heureux élu. Bonjour, Kamel du Bergeracois. Juste, j'avais une question sur la notion d'essaimage, notamment du parcours en cohorte régionale. Donc, on a un peu essayé avec Julien de mobiliser la Nouvelle-Aquitaine. Je voulais savoir si déjà, première question, il y avait une vision positive d'une pérennisation de ces dispositifs pour d'autres régions. Et est-ce qu'il y a une stratégie ou des têtes de réseau comme l'ARF ou du pair à pair entre les régions déjà engagées pour qu'on puisse mobiliser jusqu'au cabinet? Nous, en Nouvelle-Aquitaine, j'étais encore avec une direction de l'ESS mardi qui me dit alors on n'a pas pu, mais on ne désespère pas. Et donc, voilà, des fois, il y a du temps long pour convaincre une région de se dire on pourrait rentrer dans un parcours en cohorte régionale. Merci. Alors il y a cette question et puis peut-être Julien, je l'enrichis de la question aussi des outillages ou des étayages qui sont en cours de construction, puisque je crois que l'idée du diagnostic sensible, c'est aussi qu'il y ait la production d'un dispositif, d'un kit et d'un dispositif qui va aussi permettre de démultiplier les choses. Oui, en fait, ça pose la question du changement d'échelle. Et la fabrique des transitions, c'est un pari de dire que le changement d'échelle se fait non pas uniquement sur les logiques d'essaimage, de bonnes pratiques inspirantes et qui ont évidemment leur utilité, mais que ça passe aussi par des enjeux de transfert d'expérience. Et c'est le pari de Villepert à la base. Le transfert d'expérience, ça veut dire que la méthodologie d'un diagnostic sensible n'est pas la propriété individuelle de la fabrique des transitions. C'est un commun qu'on enrichit. Et donc le fait de co-construire avec l'AREC aujourd'hui en Occitanie, la façon de transmettre ce que l'on a, nous, appris, et autant qu'on peut le faire, et de l'AREC qui, elle le disait Florence, a déjà aussi ses propres pratiques, ses propres méthodes, et avec d'autres alliés, ça fait qu'on structure finalement une façon de déployer ces diagnostics sensibles sans que ça passe par la fabrique au sens de l'association de promotion. Alors ça pose d'autres questions, ça pose des questions d'articulation, de reconnaissance, finalement de structuration d'un commun. Et ce sont ces questions-là qu'on essaye d'aborder. Et ce que je voulais dire aussi par rapport aux régions, par rapport à la Nouvelle-Aquitaine, c'est qu'aujourd'hui on fait un pari de changement d'échelle, de travailler donc de manière, non pas, c'est pas le ruissellement qui du haut va nous dire comment on va faire jusqu'en bas, mais de partir du bas et de faire remonter jusqu'en haut comment il faudrait faire. C'est-à-dire qu'on a 4 régions et par région 10 territoires. Chaque région doit être une caisse de résonance de ce que les 10 territoires font apparaître comme invariant, structurel, à la fois comme frein et comme levier opérationnel pour accélérer. Et l'accompagnement au sein de chaque région vise à créer l'espace pour que ces enjeux puissent être appropriés de manière la plus transversale qui soit, mais aussi de la manière la plus verticale qui soit. On veut remonter au plus haut. Et ensuite faire de ces 4 caisses de résonance régionales une grande caisse de résonance nationale, pour dire dans 4 régions qui ont des situations politiques et des portages politiques différents, qui ont des réalités socio-culturelles différentes, malgré tout, il y a des choses structurelles sur lesquelles on peut avancer et qui rejoignent les enjeux de la planification. Donc on cherche à travailler ça. Alors, on ne va pas avoir la force tout de suite d'embarquer une 5e région. Toutes les régions ne sont pas complètement définies, mais les 4 sont quand même bien positionnées. Néanmoins, ce qu'on va expérimenter là, on le disait au démarrage, c'est un commun et c'est de la documentation des enseignements. C'est-à-dire après, comment on réplique ça dans d'autres régions? Comment les acteurs régionaux se mettre en relation? Sébastien, dans le Puy-de-Dôme, disait voilà, on invente une autre manière, un autre métier. Aujourd'hui, je sais que des départements nous appellent, nous on les renvoie vers le Puy-de-Dôme. C'est pas à nous d'expliquer comment ça se passe dans un département. Le pair à pair, ça doit s'organiser aussi de manière fluide et horizontale. Et je sais que vous travaillez par exemple avec les Pyrénées, Pyrénées-Atlantiques. Voilà, nous on a juste fait passe-plat, intermédiaire. Alors ça se trouve, ça nous reviendra à un moment donné, je sais pas, mais voilà, c'est ça aussi la logique d'alliance. Donc on invente des outils, on structure la matière, elle est bouillonnante, elle est vivante, elle n'est pas figée. Et voilà, on a besoin des uns et des autres pour arriver à la faire avancer. Mais il y a aussi un rythme. Et donc pilotage, facilitation, moi je pense qu'il y a les deux. Hein. Là, essayer de piloter une caisse de résonance nationale, c'est pas que de la facilitation. Enfin, faut aussi tenir un calendrier, une rythmique, des arbitrages politiques, des enjeux institutionnels.
Merci Mathieu Tellier de ton témoignage, parce qu'effectivement, on a eu pas mal d'intelligence collective et de créativité pour essayer d'arriver à une situation confortable pour tout le monde dans cette structuration de la convention. Et effectivement, pour l'ADEME, c'est pas simple non plus, quoi. Voilà, donc je vais pas rentrer dans le détail, mais là aussi, il y a de l'intelligence collective et de la créativité à l'œuvre. Merci. On arrive à 1h moins le quart. Il y a des gens qui avaient fait 4 heures de train pour arriver, donc je pense que vous allez commencer à avoir un peu faim, peut-être. Donc, dites-moi, c'est bon quoi? On peut encore faire des questions? Ok. Juste un petit témoignage, pas une question, et merci Julien pour ton invitation. Quand on s'est vu l'été dernier, je t'avais promis d'être là, donc je représente l'AFNOR, l'association française de normalisation, et juste un petit témoignage en 2 minutes pour vous dire que la norme, qui veut dire concentré de bonnes pratiques, peut être un formidable artefact médiateur de votre management coopératif. Je salue au passage les récits, parce que nous on en aurait bien besoin. Donc dans des logiques d'alliés, on peut trouver notre place. Je prends juste deux points. L'évaluation des CRTE par les grands corps d'État qui nous explique que la transition écologique n'a pas fonctionné, et un sondage fait, je ne sais plus par quel magazine public, sur les DG qui se disent un fort pourcentage pas armés pour manager, engager la transition écologique. En fait, on a complètement oublié que avant d'engager une transition, il fallait faire bouger nos organisations. Et je vous assure, pour connaître l'AFNOR, je suis un ancien DG de collectivité, depuis 5 ans, ça regorge de bonnes pratiques. Alors, c'est la faute à l'AFNOR de ne pas le faire connaître suffisamment aux organisations publiques, mais les logiques d'écosystème, je vous assure, ça bouillonne, et c'est fait par d'autres organisations. Donc, nous sommes que des passe-plats. Donc, saisissez-vous-en. En tout cas, avec plaisir pour être de la partie. Merci. Est-ce qu'il y aurait des questions qui seraient adressées à Florence en tant que... Ça m'intéresse de continuer à échanger avec Florence. Et comme je ne lui ai pas passé la parole juste avant, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont envie de continuer le dialogue avec Florence sur cette aventure qui s'initie parce que c'est aussi l'idée qu'on continue à dialoguer avec vous, c'est pas juste entre nous. Alors. Bonjour et merci pour vos échanges. Yann Durameau, laboratoire d'innovation sur les partenariats. Alors j'ai une question pour Florence. Au départ c'était pour tout le monde, mais je vais l'anglais pour Florence. Merci. Ce que je trouve intéressant, c'est ce que vous mettez en place dans la région Occitanie, ce qui n'est pas un hasard. On avait eu l'occasion il y a quelques années de mettre en valeur des statistiques publiques. Intéressant que ça ait lieu dans la 2e région française, au prorata en fait de R&D par rapport au PIB régional, la démarche exemplaire que vous menez. Et la question que je me posais, c'est pour aller plus loin, pour embarquer, est-ce que vous utilisez également le levier des objectifs de développement durable, des ODD, dans votre approche ou dans la pédagogie? Je sais que notamment sur la partie investissement, ça peut avoir un effet extrêmement vertueux. Merci. Alors, on va peut-être, allez-y, s'il y a plusieurs, je vois que le micro circule. Oui, donc on fait un tour de questions et puis comme ça, vous allez pouvoir reprendre un petit peu. Moi, j'avais une question pour le PETR. Donc, Fiona, je suis consultante et présidente de Montagne Wilderness. J'ai beaucoup aimé votre témoignage sur le diagnostic sensible, parce que je pense que c'est ce qui manque très concrètement quand on parle des transitions, c'est d'en parler avec le cœur, d'en parler avec nos tripes, d'exprimer nos peurs, nos envies, et pas juste parler de data ou d'y aller, on va dire, par la contrainte. Donc c'était très intéressant de vous entendre là-dessus. Maintenant, je me demande comment, au-delà de cet exercice qui a été porté, vous arrivez à infuser cette approche sensible dans l'ensemble des décisions au sein du PETR ou même dans vos relations avec les acteurs socio-économiques, parce que je pense qu'on a vraiment beaucoup à y gagner de penser les transitions avec cette focale-là. Ok, merci. Ça rejoint un peu ce qu'on a commencé à discuter, mais ça vous invite peut-être l'un et l'autre à comment cet effet de mise en mouvement, il infuse, il diffuse, et comment vous faites aussi
de là où vous êtes en tant qu'élu et avec les techniciens pour faire vivre et amplifier cette dynamique. Oui. Bonjour, merci à tous pour ces échanges très intéressants. Je m'appelle Jérôme Caron, je suis le fondateur d'Idée Action. On conçoit et met en œuvre des solutions participatives pour les territoires en transition et les entreprises aussi en transition. Et je voulais justement aussi rebondir sur le diagnostic sensible. Est-ce que celui-ci inclut les citoyens? Si oui, comment? Et sinon, pourquoi? Ok, comment sont choisies les personnes qui sont interviewées dans le diagnostic? Ça marche. Alors, on va... Florence, les ODD. Les objectifs développement durable. Aujourd'hui, nous, on est au prisme énergie-climat en tant qu'agence régionale. On va où on vient, parce que c'est une histoire de jour, société à mission. On travaille aussi une approche RSE. Voilà, on construit ces éléments-là. On a été dans une autre vie dont je faisais partie, agence régionale du développement durable. Et aujourd'hui, le prisme, pour répondre clairement, c'est pas celui des ODD. On y contribue, mais pour partie. On va dire que la partie ODD, elle serait plutôt portée au niveau régional. Il y a quelque chose qui s'appelle le pacte vert, qui est une politique globale climat, qui pourrait davantage intégrer les ODD. On n'est qu'un bout, on subit les effets silos aussi, mais ça ne veut pas dire qu'on n'ouvre pas les portes par ailleurs, bien entendu, beaucoup plus large. Alors, comment on choisit, comment on choisit les personnes qui vont être interviewées, et puis après, comment cet élan... L'accompagnement ADEME des 10 territoires pilotes était, sur la première saison, basé sur un projet totem. À Vimy, on avait un projet de restauration collective et justement, on a impliqué les parents d'élèves, les cuisinières qui étaient concernés par ce projet de restauration, aussi les enseignants. Et on s'est rendu compte qu'en fait, on avait un super projet qui était très très ambitieux pour la commune et on aurait raté l'objectif premier qui était le bien-être des enfants, parce qu'aujourd'hui les enfants sont déplacés à l'autre bout de la commune dans un temps de repas méridien qui est très condensé, et donc il y avait une forme de maltraitance dans ce moment-là, et du coup le fait d'avoir impliqué justement les habitants, les parents d'élèves et les préparateurs de cuisine et les enseignants nous a permis de révéler cette urgence-là et qui a redimensionné notre projet en deux parties. Et donc ça, c'était très intéressant et il fallait donc qu'ils soient autour de la table sur ce projet-là. Merci. Sylvie, alors, je sais pas, c'était le choix là des personnes qui ont été interviewées, et puis après la question sur la suite à l'échelle du territoire, comment tout ça continue, ça s'essouffle pas, mais ça au contraire ça se... Les personnes interviewées, c'est vrai qu'on a pris d'office les 4 fantastiques, donc c'est à chaque fois des binômes, et puis après on a élargi en pensant... on n'a pas tiré au sort de citoyens, mais on a été plutôt choisir des personnes qui étaient déjà dans des associations. Par exemple, la ressourcerie, donc économie sociale et solidaire, je ne sais plus qui y avait encore, mais voilà, ça a été un petit peu cet axe-là. Et puis par contre, quand on a commencé à travailler sur la vision, quel axe, quel fil rouge commencer à tracer, en fait là on a un peu plus élargi le panel de la réunion, et c'est ce qu'on est encore en train d'élargir un peu plus. Notre fil rouge, c'est c'est sur une grande itinérance avec un recensement des initiatives locales sur les transitions, et là on va chercher de plus en plus le citoyen lambda. En même temps tout le monde est citoyen, mais celui qui n'a pas de responsabilité particulière. Et je voulais dire aussi par rapport au diagnostic sensible, c'est que un levier aussi qui est très fort, c'est de dire, quand on est en réunion, d'appuyer sur le fait que l'élu, les agents n'ont pas tous les solutions, et surtout on a vraiment le droit à l'expérimentation, le droit à l'erreur, et ça fait partie aussi, ça renvoie sur la recherche, et ça c'est aussi très important pour embarquer tout le monde. Je dis souvent, je vois que ça a un retour assez fort. Là, on ne sait pas faire, on va apprendre ensemble, on va chercher. Et c'est quoi les premiers petits pas, ou les premières actions collectives que vous imaginez mettre en place, au-delà du continuer à travailler sur et à socialiser cette dynamique?
Alors, en fait, comme je disais tout à l'heure, on a lancé une charte forestière, par exemple, en mois de juin, et une action importante, un petit pas, mais qui est quand même pas à négliger, c'est le lancement de la charte forestière qu'on a fait un petit peu sous le même format que la restitution publique. C'est-à-dire que là encore, on a mobilisé notre cinéma, la salle était archi pleine, et ça permet d'embarquer en fait. Et du coup, et de voir aussi l'élaboration de cette charte forestière sous un angle systémique, économique, écologique, social, et d'avoir aussi tout de suite des actions concrètes, parce que finalement, c'est ce qui aide aussi à donner une visibilité de l'action politique, c'est d'avoir des petites actions concrètes. Voilà. Très bien, merci. Jean-François. Oui, en fait, Julien me fait signe de faire une petite réponse à ta question. Et je trouve c'est intéressant de faire un petit détour méthodologique, opérationnel de qu'est-ce qui fait que ça embraye ou que ça embraye pas. En fait, il y a un parti pris, tu l'as bien pointé, qui est de ne pas d'emblée lancer une démarche d'écoute de tout le territoire, des assemblées citoyennes, etc., qui ont leur utilité. Hein. Mais dans la stratégie qu'on a abordé et qu'on expérimente parce qu'on co-construit ensemble hein, et on en tirera les leçons si on voit que ça n'embraye pas, c'est quand même plutôt de démarrer sur un collectif décloisonné d'acteurs, le cadre fantastique, dans des conditions qui nous permettent d'attraper la question systémique qui est quand même pas simple, ce qui suppose de la part de ces acteurs-là un engagement à participer aux séances, enfin, bref, il y a un effet de capacitation mais d'une vingtaine d'acteurs, et qui permet, dans l'écoute de toutes les parties prenantes à ce niveau-là, de commencer à élaborer une vision partagée, une méthodologie, une stratégie d'action. Bon. Le parti pris, qui peut être critiquable, c'est que c'est par le choix d'un projet concret, opérationnel, qu'on appelle un projet pilote, qu'on va commencer à faire la convergence et l'implication beaucoup plus large parce que c'est sur un projet. Derrière ça, ça peut être contesté, mais dans les processus de mobilisation, pour beaucoup d'acteurs, ils vont beaucoup plus se mobiliser sur quelque chose qui les fait bouger et qui les ramène sur un engagement. La cantine, c'est l'exemple typique. Tous les parents d'élèves sont intéressés à la question de la cantine. Alors si on les amène sur le fil rouge de la ville de Vimy, c'est pas sûr qu'on arrive à avoir le même processus. Il y en aura hein, qui seront là, mais on restera quand même dans des sphères. Et donc le parti pris, c'est qu'à partir d'un projet pilote, la cantine ou chez vous, dans votre projet, il est plus touristique, hein, on va dire, c'est une mise en terroir, mise en découverte des opérations de transition autour du Montégoal, qui va mobiliser les acteurs touristiques, ce qui s'est fait dans les communes, les acteurs alternatifs, donc c'est intéressant, c'est un effet de révélation de tout ce qui existe dans le territoire. Et là, sur le projet concret, de ce que j'entends, quand j'écoute Sylvie Pavlista, les gens viennent, ça les intéresse, ils viennent parce que c'est concret. Voilà. Donc tu vois, c'est un peu cette dimension-là qui permet l'élargissement, ce qui n'interdit pas, à partir du moment où des acteurs ont commencé à monter en puissance et à se mobiliser, de reprendre les questions générales d'avenir du territoire, mais parce qu'ils auront eu, d'une certaine manière, un sas qui leur a permis de rentrer. Et je termine en disant que ce que je trouve extrêmement intéressant dans ce que dit Sylvie Pavlista, au-delà du fait que, elle dit plein de choses passionnantes, nature, c'est que à partir de votre projet pilote, vous êtes venu me dire, en fait, on s'est dit, ça marche, donc on change notre façon de faire tous nos projets. Et du coup, on devait réviser une école en éco-construction. Eh ben, on change de méthode. Avant, c'était, je caricature, mais un bureau d'études, un appel d'offres, un bureau d'études, un cahier des charges, une commande, un budget, une opération. Et là, vous dites, on le reprend, je retranscris ce que vous avez dit, on le reprend avec votre modalité. Identification des parties prenantes, construction du projet, etc. Et là, je trouve que le changement d'échelle, il est même à l'intérieur de la même collectivité. C'est-à-dire que ça se met à mettre en mouvement le territoire et à des nouveaux apprentissages. Et ça, je trouve que c'est puissant. Et merci, Sylvie. Merci beaucoup, merci à vous trois. Merci à toutes celles et ceux qui étaient sur leur téléphone pour poser des questions. Julien, tu voulais juste répondre à une dernière question, puis nous dire comment se passe le temps du déjeuner peut-être.
Et puis te remercier aussi Patrice pour la qualité de l'animation. Donc juste j'ai vu la question, Julien, tu peux nous donner les noms des 4 régions. Donc aujourd'hui on a conventionné avec la région Occitanie et la région Grand Est. On est en discussion avec la région Centre-Val de Loire et avec la région Bourgogne-Franche-Comté. On a d'autres discussions mais moins avancées avec d'autres régions. Et voilà, aujourd'hui, on ne peut pas donner le nom des 4 régions en tant que telles parce que les 4 n'ont pas signé officiellement. Mais je peux vous assurer qu'un travail de fourmi, là aussi, est en cours. Donc, merci à tous les 4. On peut vous applaudir à nouveau.